Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Aujourd'hui, on va dessiner un paysage au pastel avec les perspectives linéaires et atmosphériques. Faites attention que je ne mets pas mes vidéos en accéléré pour que vous puissiez voir tout le processus du travail comme si vous étiez dans mon atelier. Mais le fait de ne pas mettre mes vidéos en accéléré m'oblige à les rendre assez longues et parfois en plusieurs parties. Par exemple, cette vidéo, c'est la première partie de ce cours vidéo « Comment dessiner un paysage au pastel en perspective ». Donc, comme dans beaucoup de mes vidéos, je vous conseille de regarder cette vidéo en entier et après revenir vers les points les plus techniques. Et bien sûr, ensuite regarder la partie 2 de ce cours. Il doit sortir dans quelques jours. Et pour ne pas rater mes nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et cliquer sur une cloche pour être averti à tous mes nouveaux cours. Donc maintenant, on commence. Ici, il n'y a rien de spécial. Je commence par la composition générale de mon tableau. Quand je commence à dessiner au pastel, je dessine toujours au pastel. Faites attention que quand on travaille au pastel, on fait notre dessin préparatoire uniquement au pastel. Il ne faut pas utiliser les crayons graphite pour le dessin préparatoire, car les crayons graphite laissent les traces sur lesquelles la poudre de pastel ne s'accroche pas. Donc, ça nous empêche à travailler par-dessus avec le pastel. Si vous avez besoin de faire le dessin préparatoire au crayon, par exemple, si vous réalisez un tableau assez complexe, je vous conseille de dessiner à part et ensuite transmettre votre dessin à l'aide d'un calque sur votre feuille de papier pastel ou sur un autre support où vous avez prévu de travailler au pastel, mais déjà avec la poudre du pastel. Donc voilà, je commence par la composition générale et pour un instant, je ne mesure rien. Je jette ma première impression sur ma feuille. Je conseille toujours de suivre ce principe. Tout d'abord, on dessine d'après notre impression, car notre première impression est très souvent vraie. Et ensuite, on vérifie les proportions, on vérifie si les objets ou les détails sont bien placés, mais c'est après. Au premier temps, on fait notre dessin selon notre impression. Et après, on vérifie notre impression. Comment mesurer les proportions? Comment placer les objets correctement sur la feuille? Vous pouvez voir dans mon article comment dessiner correctement. Je vous ai mis le lien au-dessous de cette vidéo. Ici, à cette étape, je voudrais vous parler un peu de la composition. La composition, c'est une chose primordiale pour un artiste peintre. Sans une bonne composition, le tableau ne peut pas exister. Une bonne composition, c'est 90% du succès de votre tableau. Donc voilà, si votre tableau est assez complexe, je vous conseille fortement de faire votre esquisse à part sur une feuille de papier en formant un tout petit format, par exemple 15 au maximum, 15 cm au maximum. Et faites attention quand vous faites une esquisse, dessinez toujours les bords. Ne dessinez pas l'esquisse sur toute la feuille de votre, par exemple, de votre carnet d'esquisse. Dessinez toujours les bords, le cadre. Et ensuite, dans ce cadre, dessinez votre esquisse. Prendre quinzaine de minutes, voire plus, pour faire une esquisse, au lieu d'après déplacer les objets sur votre feuille. Faire une esquisse, c'est pas une perte du temps. Comme ça, on gagne du temps. Les grands artistes, pour ces tableaux, faisaient des centaines d'esquisses. Je n'exagère pas. Hein. Il y a les tableaux où les artistes faisaient même plus que centaines d'esquisses. Et parce qu'ils cherchaient une bonne composition pour après ne pas se tromper. Donc voilà, c'est important. Faites une esquisse si votre tableau est assez complexe. Par rapport à la composition dans la peinture, ça vous pouvez voir aussi dans mon article « Composition dans la peinture ». Je vous ai mis le lien également au-dessous de ce cours. Également, je vais vous mettre le lien sur l'article « Composition de la nature morte ». Ici, il ne s'agit pas d'une nature morte, mais dans cet article, vous pouvez voir comment
de quelques objets, faire une bonne composition. C'est pareil, c'est tout à fait pareil pour le paysage. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, je vais vous mettre cet article également. Si vous voulez jeter un coup d'œil, ça ne fera pas de mal. Et donc, par rapport à ce tableau que je suis en train de dessiner, ici, j'utilise deux formes de perspective. La perspective en forme de la croix et la perspective triangulaire. Ce sont deux formes les plus répandues, les plus utilisées dans les tableaux des artistes. Il existe des autres formes. Je vous laisse regarder ça dans mon article, mais ce sont deux formes les plus utilisées. Et faites attention, dans un tableau, on peut parfois avoir plusieurs triangles, plusieurs croix. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste, disons, une forme dans la composition. La composition, c'est le sujet assez complexe. Donc voilà, ici, je place les objets de façon pour voir clairement dans la composition le triangle et la croix. Aussi, ce qui est important, dans ce tableau, je mets les plans très visibles. Premier plan, ce sont les poutres du donjon. Ensuite, on voit les maisons. Après, il y a le plan avec un pigeonnier. Et derrière, il y a le jardin et puis les arbres. Et aussi, on a le dernier plan, c'est la forêt tout au fond. Donc, chaque plan, on doit bien distinguer. Et on distingue ces plans à l'aide de la perspective. Pour distinguer les plans, on utilise la perspective atmosphérique. Et pour montrer également la profondeur, on utilise les perspectives linéaires. En fait, ici, ces deux perspectives, perspective linéaire et perspective atmosphérique, ils vont toujours ensemble. On ne peut pas utiliser juste les perspectives linéaires et ne pas utiliser les perspectives atmosphériques. Là, ça sera trop limité au niveau d'expression. En fait, si on peut utiliser juste les perspectives linéaires, quand on fait le dessin préparatoire, là, on montrera déjà les perspectives, car la perspective linéaire, de suite, montrera la profondeur. Mais pour rendre notre tableau réaliste et distinguer bien les plans, il faut utiliser également, quand on travaille déjà en couleur, ou même ça marche pour le dessin juste en seule couleur, par exemple le dessin au crayon. Donc là, on doit déjà utiliser les perspectives atmosphériques. Je vais vous parler brièvement de la perspective linéaire et atmosphérique. Après, on va voir plus tard, je vais faire des commentaires quand je vais dessiner tel ou tel endroit, pour faire des commentaires quand je vais dessiner tel ou tel endroit, pourquoi j'utilise telle ou telle perspective et comment. Donc, les perspectives linéaires, c'est les perspectives avec un ou deux points de fuite, et rarement trois. Enfin, pour l'instant, on ne va pas prendre les perspectives avec 3 points de fuite. Ici, on ne va pas l'utiliser. Dans la plupart des cas, dans les paysages classiques, ça ne s'utilise pas. Mais voilà, ça existe et je dois les mentionner. Donc ici, je vais utiliser les perspectives avec 2 points de fuite. La différence entre les perspectives avec un point de fuite et 2 points de fuite, c'est qu'avec un point de fuite, nos objets se trouvent à 100% frontal par rapport à nous. On ne voit qu'un seul côté, seule face des objets. Alors que quand on commence à voir deux faces, deux côtés d'un objet, de suite, 2 points de fuite apparaissent. Les points de fuite se trouvent toujours sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est la ligne de nos yeux. Si on se trouve plus bas, la ligne d'horizon est plus basse. Si on remonte, la ligne d'horizon va remonter avec nous. Donc la ligne d'horizon se trouve toujours au niveau de nos yeux. Et toutes les lignes de la perspective vont vers la ligne d'horizon, vers les points de fuite. Je vous laisse regarder mon article sur la perspective linéaire que j'ai mis au-dessous de ce cours. En fait, j'ai mis plusieurs articles. Je vous conseille de les regarder car ça va vous aider à comprendre la perspective, à comprendre pourquoi ça va dans les points de fuite et comment construire un objet en perspective. Et faites attention, dans les articles, je décris les notions de base, je décris les théories, mais il faut absolument transmettre cette théorie à la pratique, appliquer cette théorie à la pratique. Donc, quand vous regardez mes articles, dessinez en même temps.
construisez en même temps pour comprendre pourquoi ça marche comme ça. Et donc, dans les perspectives atmosphériques, plus l'objet se trouve près de chez nous, plus il est contrasté, on voit beaucoup plus de contraste, et plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, il est moins contrasté, il perd ses contrastes. L'air a sa couleur. L'air, il n'est pas à 100% transparent. Tout d'abord, l'air est la couleur bleue, et puis, voilà, il n'est pas à 100% transparent. C'est pour ça que plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il devient froid. Ça veut dire qu'il y a plus de couleur bleue. On voit plus de couleur bleue dans la partie éclairée et dans la partie ombragée. Les ombres deviennent plus claires. C'est lié au fait que l'air n'est pas transparent. Et bien sûr, les objets deviennent plus flous. Ils perdent leur contraste. Pour voir les différences entre les plans, je vous conseille de comparer l'intensité des ombres de premier plan, de deuxième plan, de troisième, etc. Cette intensité dépend également de l'état de la nature. Par exemple, s'il pleut, on verra les perspectives atmosphériques beaucoup plus prononcées. Le premier plan sera beaucoup plus foncé, les ombres du premier plan et les objets beaucoup plus contrastés. Donc la différence entre les ombres et la lumière sera beaucoup plus prononcée. Et au deuxième plan, au troisième plan, les objets vont devenir très flous, les ombres vont devenir beaucoup plus claires. Et quand il fait beau, par exemple, c'est le paysage éclairé par le soleil, cette différence sera visible de toute façon, mais beaucoup moins. Et là, pour montrer les perspectives, on devrait utiliser les deux perspectives, les perspectives linéaires et les perspectives atmosphériques. Et bien sûr, les ombres, je répète, ils vont devenir plus froides. Et pas que les ombres, la lumière aussi, les parties éclairées, avec les distances. Pour en prendre plus sur les perspectives atmosphériques, je vous conseille également de regarder l'article « Les perspectives de secours ». Faites attention également que quand je commence à dessiner, je travaille tout d'abord avec les grandes masses, grandes formes. Je travaille sur toutes les surfaces de ma feuille. Et ensuite, je vais vers les formes plus petites. Je ne travaille jamais à la façon fractionnée, ça veut dire je ne travaille pas, je ne détaille pas tel ou tel objet pour après dessiner un autre objet. Je dessine plus ou moins pareil en même temps tous les objets. Je circule sur toutes les surfaces de ma feuille et je vais toujours des grandes masses vers les plus petites. Toujours la construction et après je dessine les détails. Et faites attention, pour le pastel, quand vous travaillez au pastel, il est inutile de rendre votre dessin préparatoire trop détaillé. De toute façon, on va couvrir ces détails avec le pastel et après on suit encore les détails. Le processus de travail au pastel, ça fait que voilà, on mélange les couleurs directement sur notre feuille. On ne peut pas, comme à la peinture à l'huile ou acrylique ou à l'aquarelle, mélanger nos couleurs sur la palette. Ici, on mélange de suite les couleurs sur la feuille. Et pour trouver telle ou telle couleur, on est obligé de mettre encore telle ou telle couleur sur notre feuille et ensuite rajouter une autre pour obtenir telle ou telle nuance. Par exemple, si je veux obtenir par exemple le vert plus froid, je vais mettre le vert que j'ai parmi mes bâtonnets de pastel et ensuite pour obtenir les nuances désirées, je vais rajouter par exemple un peu de bleu ou un peu de violet pour voilà, arriver à la couleur que je vois d'après nature. Et bien sûr, quand on travaille comme ça, on ne peut pas commencer par tel ou tel détail, faire tel ou tel détail et après passer à un autre. On va de toute façon couvrir la forme générale de tel ou tel objet avec les couleurs et après on va dans la précision. C'est tout à fait pareil ce principe que quand je dis qu'on commence à travailler, à dessiner par les grandes masses, grandes formes pour aller ensuite vers les formes plus petites. C'est tout à fait pareil quand on commence déjà à rajouter les couleurs.
Donc voilà, votre dessin préparatoire doit être très correct par rapport à la perspective, à la construction des objets, mais je vous déconseille de les détailler trop. C'est quelque part inutile parce qu'après, vous allez couvrir ces endroits avec la poudre de pastel. Donc maintenant, je commence déjà à dessiner avec les couleurs. Quand vous dessinez un paysage, je conseille souvent commencer par le ciel. En fait, c'est très important pour plutôt voilà pour les techniques comme l'aquarelle, l'huile, acrylique. Pour les pastels, c'est moins important, mais je préfère quand même commencer par le ciel parce que ça donne, dans la plupart des cas, le point de départ, l'endroit le plus clair. Je précise que c'est dans la plupart des cas parce que parfois vous pouvez avoir le ciel plus foncé que par exemple les parties éclairées des arbres ou voilà, la terre peut être plus claire s'il est éclairé par le soleil. Mais bon, dans ce paysage, c'est pas le cas. Le soleil se couche bientôt et donc la lumière est moins brillante que par exemple si c'est le paysage réalisé dans l'éclairage de midi. Dans le ciel, j'utilise toujours les couleurs très pures. En fait, dans le ciel, vous pouvez utiliser toutes les couleurs, sauf, je vous déconseille, utiliser les couleurs brunes et la couleur noire. Toutes les autres couleurs peuvent être utilisées pour dessiner le ciel. C'est le même conseil pour toutes les techniques, l'aquarelle, gouache, peinture à l'huile, peinture acrylique. Ensuite, je passe au dernier plan, c'est la forêt très bleue et claire. Ici, on voit pratiquement pas de détails. Même, je dis pratiquement, mais finalement, c'est rien du tout. On voit cette ligne de forêt qui a la couleur bleu-violette, mais faites attention, je n'utilise pas ni dans le ciel, ni dans la forêt, une seule couleur. Je mélange plusieurs couleurs. J'utilise plusieurs nuances de pastel pour dessiner ces endroits. Et donc, le dernier plan, c'est le plan le plus clair, où on voit pratiquement pas de détails. Et ce plan, il est très froid, comme l'air a la couleur bleue. Et donc, on utilise beaucoup de couleurs violet, bleu, en tout cas les nuances de bleu. Bien sûr, parfois on peut utiliser un peu de couleur chaude, comme la couleur d'ocre par exemple, mais toujours un mélange avec du bleu, avec les nuances de bleu. Et donc ensuite, je commence à dessiner le plan qui est avant. Et aussi, c'est un des derniers plans, mais il est plus proche de chez nous. Donc ici, j'utilise les couleurs vertes assez brillantes. J'utilise plus de contraste. Les arbres et les herbes dans ce plan-là sont moins. On voit bien les différences entre la lumière et l'ombre. Donc, commence à utiliser la perspective atmosphérique pour montrer les différences des plans. Faites attention également que pour n'importe quel plan, j'utilise la règle de la température des couleurs. Si l'ombre est froide, la lumière est chaude. Ça veut dire la partie éclairée ici par le soleil, est chaude. Et ça peut être à l'inverse. L'ombre peut être chaude, alors la lumière, la partie éclairée, doit être froide. Mais dans ce tableau, c'est le soleil qui éclaire ce paysage. Donc, la lumière de soleil est chaude et dans les ombres, on voit les reflets du ciel, les reflets froides. Donc ici, toutes les parties éclairées sont chaudes et toutes les ombres sont froides.
Je vais vous rappeler que quand on travaille au pastel, pour rendre telle ou telle couleur plus foncée, on doit mettre au-dessous une couleur très foncée, comme la couleur noire ou sépia, toutes les nuances finalement de couleurs noires, ou les couleurs très foncées, bleu très foncé, la couleur brune très foncée également. Donc, et par-dessus, on met la couleur qu'on veut rendre plus foncée. Si vous ne voulez pas forcément changer cette couleur, vous voulez juste la rendre plus foncée, utilisez plutôt la couleur noire. Mais si vous voulez rajouter telle ou telle nuance, vous pouvez voilà, choisir la couleur brune foncée, bleu foncé ou l'autre gamme de couleurs foncées. Et pour rendre telle ou telle couleur plus claire, il faut mettre ou bien par-dessus ou bien par-dessous, au-dessous de cette couleur ou au-dessus, la couleur ou bien blanche ou bien toutes les nuances claires, pratiquement blanches, des couleurs. Ça peut être la couleur rose très très claire, la couleur ocre mais vraiment très très claire, jaune très clair, en fait bleu très clair, verte aussi très très claire, n'importe, ça peut être n'importe quelle nuance des couleurs. Et c'est pareil, si vous voulez rendre telle ou telle couleur tout simplement plus claire, vous travaillez par-dessus un peu avec la couleur blanche. Mais si vous voulez obtenir les différences des nuances, vous pouvez voilà, choisir la couleur rose, la couleur bleue, et vous travaillez par-dessus de la couleur que vous voulez éclaircir. Et aussi, puis je vais vous donner encore quelques conseils généraux. Quand vous travaillez, regardez votre tableau très souvent en plissant les yeux. Comme ça, vous voyez beaucoup mieux la différence entre la lumière et l'ombre. Comme ça, vous voyez la différence de clair-obscur, des valeurs. Et également, ce qui est très utile, c'est de regarder votre toile ou votre feuille, voilà, votre tableau, en entier, de bord à bord. Je sais que tout au début, c'est difficile
à faire. Mais avec le temps, vous allez apprendre de regarder pas tel ou tel détail de tableau, mais regarder de bord à bord le tableau en entier. Je ne veux pas dire qu'on doit regarder comme ça tout le temps, c'est impossible. Mais de temps en temps, jetez un coup d'œil sur toutes les surfaces de votre tableau. Là, vous voyez mieux les couleurs, vous voyez mieux euh, l'intégrité de votre tableau. Regardez également souvent votre tableau de loin. Il faut reculer au moins 2 mètres, voire plus, pour voir votre tableau en entier et pouvoir le percevoir comme le tableau uni. C'est très important également. Pour trouver une bonne couleur, cherchez toujours les nuances. Quand vous travaillez sur, par exemple, sur le vert, la couleur verte, sur les arbres, il y a tant de nuances de vert. Dans les ombres, on a plus de bleu, plus de violet. Sur les parties éclairées, il y a plus de jaune, d'ocre, de rouge. Dans les ombres également, on peut avoir un peu de rouge, rouge froide. Donc, ne dessinez pas le vert uniquement avec la couleur verte. Utilisez beaucoup de couleurs vertes, de nuances de vert. Et ces nuances, on fait avec les autres couleurs. Vous rajoutez tout simplement dans votre couleur verte beaucoup d'autres couleurs. Comme ça, vous obtenez les nuances. Et c'est tout à fait pareil pour n'importe quelle couleur. Et souvenez-vous, la règle que dans la nature, il n'y a pas de couleur blanche ni de couleur noire. Dans le pastel, bien sûr, on utilise le bâtonnet de pastel blanc ou noir pour éclaircir ou pour rendre foncé telle ou telle couleur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dessiner avec uniquement la couleur blanche ou la couleur noire. Dans les peintures décoratives, c'est tout à fait possible. Mais si vous travaillez dans le réalisme, dans le style impressionniste, fauviste, classique, n'importe quel style, il n'y a pas de couleur blanche sur votre tableau. Même les taches de lumière doivent avoir les nuances des autres couleurs. La couleur blanche, c'est la couleur composée des nuances des autres couleurs. Et pareil, c'est pour la couleur noire.
Je vous rappelle que cette vidéo, c'est la première partie du cours vidéo « Comment dessiner un paysage au pastel en perspective ». La deuxième partie sera publiée quelques jours plus tard et je vais mettre le lien sur la deuxième partie au-dessous de cette vidéo. Également, au-dessous de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien sur mon guide « Les 7 secrets de l'artiste peintre professionnel » que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Peut-être elle sera intéressante pour un de vos amis. Je vous invite également à me dire dans les commentaires quelles difficultés vous trouvez quand vous dessinez un paysage en perspective. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires et je ferai tout mon mieux pour vous répondre rapidement. Je suis toujours contente de vous aider. Merci et à bientôt.